Chers auditeurs, dans Je vous demande de vous arrêter, nous allons parler de votre consommation, mais avec un spécialiste. Cet ingénieur agricole de formation en est devenu la personnalité incontournable. Régulièrement convié sur les médias, il est l'expert de la grande distribution. Ce soir, nous recevons Olivier Dauvert, qui, je le précise, n'est pas en promotion. Générique. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Laurent. Bonsoir Alain. En pleine forme les mecs. En très grande forme. Parce que ce soir, moi je vais vous dire sincèrement, l'idée vient d'Alain, mais je connaissais notre invité depuis belle lurette. Et effectivement, je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Alors effectivement, aujourd'hui, la grande distribution, on en parle très souvent, on parle beaucoup de prix. Et ben on va en parler avec un spécialiste qui sera mieux que nous et qui répondra à toutes nos questions de, on va dire, nul de la grande distribution. Voilà, exactement. Alors bonsoir Olivier Dauvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ça nous fait très plaisir de vous avoir ce soir et on a plein de questions en fait à vous poser. Donc dans un premier temps, on voudrait savoir ce qui vous a amené en fait à devenir un spécialiste de la grande distrib. Bon, alors déjà, je vais décevoir, si vous voulez, un mode d'emploi, parce qu'on ne devient pas spécialiste, on ne s'improvise pas spécialiste. D'accord. C'est la conséquence d'un temps relativement long à explorer matin, midi et soir un seul et même sujet qui s'appelle en l'occurrence la consommation. Et puis, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 32 ans après, comme c'est mon cas, eh ben on se retourne en disant « Ah oui, quand même, je connais pas mal de choses. » Et puis, il y a des gens qui finissent par vous le dire aussi. Et donc, vous avez le qualificatif de spécialiste, mais que vous ne vous donnez jamais tout seul. Ou alors, ça s'appelle de l'immodestie terrible. Donc, moi, je veux bien entendre que je le sois aux yeux de certains, mais je suis encore bien persuadé que sur les, 20 ans qui me restent peut-être, je vais en apprendre encore bien davantage. D'accord. Alors, d'origine, quel est votre métier, quelle est votre formation de départ ? Alors, à la base, je suis gersois, donc autant vous dire qu'en trou du cul du monde, je m'y connais un peu, là, je suis un expert. Je le revendique, j'ai une affection évidemment particulière pour le Gers. Il n'y a pas beaucoup de départements, en tous les cas, il y a 52 ans, qui étaient aussi ruraux, on va dire, que le Gers. J'ai fait des études d'agriculture dans une école à Toulouse. Alors, c'est une école d'ingénieurs, vous l'avez dit, mais ça reste quand même ingénieur en agriculture. Donc, c'est pas construire des fusées ou faire voler des avions. Mais ce qui m'intéressait dans cette formation, c'était le fait d'être raccroché finalement à ce qui est l'essentiel de nos vies, au moins biologiquement, c'est la nourriture. D'accord. Parce que vous pouvez vous passer de tas de sujets dans votre vie. Le jour où vous vous passez durablement de bouffe, et j'utilise ce mot à dessein, là aussi c'est très affectueux, vous risquez quand même de mal vous emporter. Donc j'ai toujours été passionné par ce sujet de l'alimentation, de la consommation alimentaire. J'y suis rentré par le biais de la production, où je sais traire des vaches et je sais conduire un tracteur et produire des céréales ou que sais-je encore, tout ça je l'ai appris. Et puis dès la fin de mes études, je me suis intéressé à l'autre bout de la chaîne, mais qui est aussi indispensable que le premier, qui s'appelle la consommation. Et donc voilà 32 ans que je sillonne, pour faire simple, les magasins, à essayer de comprendre ce qui se passe dans ce grand sujet qu'est la consommation. Et a priori, si je vous en crois, j'ai dû arriver à un bon niveau d'expertise. Ok, Laurent. Oui, effectivement, et puis plus particulièrement aujourd'hui, la grande distribution, on en parle. Alors, il y avait un vieux film, je pense que vous en rappelez, Olivier, qui s'appelait Le Big Bazar, avec les Charlots, où on parlait effectivement, où Claude Zidi, je crois, avait fait un film sur le petit commerce qui mourait face à l'implantation d'un grand hypermarché à côté du magasin. Je me rappelle, magasin bar de Michel Galabru. Ce mode-là, il est en train de mourir ?
Alors, déjà, l'hypermarché, il a inspiré des tas de scénarios. Vous citiez celui-là, il y a plus récemment, pour ceux qui seraient plus jeunes, parce que vos références, elles sont quand même datées. Mais alors, non mais Olivier, excusez-moi, on a eu, si je fais cette référence-là, c'est parce qu'on a eu les Charlots comme invités. C'est pour ça que je me suis permis de vous le dire. Mais ça n'empêche que pour avoir vu un film avec les Charlots, bon voilà, il faut quand même avoir au moins une quarantaine d'années, j'allais dire. Il faut être daté, oui. Merci. Ou alors avoir Olivier. une cinémathèque particulièrement garnie. Il en a une aussi. J'admets qu'il y a des références dans ce que les Charlots ont fait. Oui. Je suis moi-même assez bon public. Non, mais par exemple, La Vérité si je mens, c'est ni plus ni moins que ça. Oui. C'est encore une fois la pratique de la grande distribution. Le commerce, c'est comme la vie. Il y a des formes de vente qui arrivent, qui deviennent dominantes parce qu'elles apportent quelque chose à l'époque. Comme l'a été l'hypermarché dans les années 60-70, parce que c'était l'émergence de la consommation de masse, où finalement tout le monde se retrouvait dans les mêmes magasins à acheter peu ou prou les mêmes produits. Et donc il y avait besoin de cette massification, parce que la massification, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est quand même le premier pas pour vendre moins cher, parce que vous faites des économies d'échelle. Et quand vous vendez moins cher, vous vendez plus. Donc l'hypermarché, il a été parfaitement en phase avec son époque dans les années 60-70. Il a participé au développement de la consommation de masse. Aujourd'hui, il n'est pas à l'article de la mort, mais il est à son apogée. Et donc, en fait, il ne progresse plus. Et c'est ça l'impression que l'on a quand on a une forme de vente qui n'a cessé de progresser pendant 40 ou 50 ans. Le voir tout d'un coup ne plus progresser, voire très légèrement décliner, on a le sentiment qu'il est à l'article de la mort. Et là, je fais souvent un parallèle que vous allez, je pense, vite comprendre, c'est avec l'érosion et les montagnes. La plus haute montagne d'Europe, c'est le Mont Blanc. Ça, je pense que vous le savez, elle doit faire 4807 mètres, si ma mémoire est bonne. C'est exact. Et pourtant, vous savez aussi que tous les jours, elle perd de l'altitude, à cause de l'érosion. Et pourtant, elle reste toujours la plus haute montagne d'Europe. L'hypermarché, c'est exactement pareil. Il ne progresse plus, voire même, chaque jour, il est concurrencé par de nouvelles formes de vente qui font qu'il subit une forme, on va appeler ça d'érosion commerciale, mais malgré tout, il reste le format de vente qui draine le plus de consommateurs à lui. Ça veut dire que, bien sûr, qu'il y a des tas de nouveaux concurrents, il y a des tas de nouvelles enseignes, mais au final, en termes de part de marché, c'est l'hypermarché qui représente toujours le gros de nos dépenses. Ce qu'on appelle la grande distribution, c'est toujours, pour faire simple, 75% de nos dépenses alimentaires. Pour un secteur économique qui est mourant, il y en a beaucoup qui aimeraient mourir comme ça, non ? Oui, tout à fait, oui. Oui, alors c'était la question que j'allais poser. Oui, alors justement, est-ce que ça ne serait pas parce que si on prend certains hypermarchés, on va en citer plusieurs aujourd'hui, il y a Auchan, il y a Carrefour, il y en a un certain nombre, Leclerc, etc. Mais de plus en plus, Auchan, Leclerc, Carrefour font des magasins beaucoup plus petits, beaucoup plus de proximité, justement, parce que je pense qu'ils sentent un peu le vent venir, en se disant, dans les hyper, certes, on a encore du monde qui vient, faut pas se voiler la face non plus, mais nous, sur Le Havre, aujourd'hui, on a un petit Auchan qui s'est ouvert, un petit Leclerc qui s'est ouvert, c'est juste un click and collect, les gens viennent juste chercher leur panier, leur course, mais voilà, ils se sont un peu rapprochés de la population, parce que à l'origine, ces magasins-là sont un peu à l'extérieur des villes, quoi. Oui, parce que là, il y a une espèce de théorème qui dit dans le commerce, peut-être même d'ailleurs comme dans la vie, si le client ne vient plus à toi, vas à lui. Et donc, là où vous avez raison dans le diagnostic, c'est que les grandes surfaces peinent aujourd'hui à recruter de nouveaux consommateurs. Des jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, ça ne les fait pas rêver d'aller dans un hypermarché. Alors que leurs grands-parents, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ils étaient, écoutez bien, extatiques dans un hypermarché parce qu'ils découvraient l'abondance. Et donc la relation à l'hypermarché, elle a considérablement changé en 2 générations. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus que le choix d'un hypermarché dans votre poche. C'est le e-commerce et votre smartphone. Donc que l'hypermarché ne fasse plus rêver, c'est une évidence. Que les enseignes, elles l'aient compris, naturellement, et c'est vrai qu'elles ouvrent des magasins de proximité pour se rapprocher des clients. Mais là encore, on va pas se tromper sur le poids respectif de tous ces magasins. Pour avoir l'équivalent d'un hypermarché en termes de chiffre d'affaires, il faut ouvrir à peu près une quinzaine
ou une vingtaine de magasins de proximité. Ah bah Vous oui. voyez la différence quand Oui, même. bien donc, sûr. Donc là où vous avez raison, c'est que le mouvement que vous décrivez, il est juste, mais il n'est pas encore de nature à faire disparaître du paysage les hypermarchés. Et encore moins en ce moment depuis 1 an ou 18 mois avec l'inflation, où on voit que les hypermarchés, ils retrouvent de l'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'ils sont factuellement moins chers que les magasins de proximité. Et ça, n'importe qui peut le comprendre, que quand vous allez acheter un pot de crème fraîche dans le magasin de proximité qui est en bas de chez vous, ben, il va vous coûter quand même beaucoup plus cher que si vous achetez la crème fraîche par 12 pots dans un hypermarché en périphérie. Voilà, donc le mouvement que vous décrivez, il est juste, et ce que je vous raconte est aussi juste. Et Oui, en fait, bien ça illustre encore ce qui manque parfois d'ailleurs à l'époque, c'est une forme de nuance. Ça veut dire que non, l'hypermarché, il n'est pas mort. Quand on le présente comme mourant, on n'est pas dans la nuance. Pour autant, oui, il est durablement déclinant, lentement, mais sûrement. Alors, moi, j'aurais envie de rajouter à cette question, excusez-moi Laurent, parce que je t'ai senti vouloir poser une question, mais vous avez parlé d'une certaine jeunesse qui ne rêvait pas devant les hypermarchés, c'est pas faux, et même cette jeunesse-là, est-ce qu'elle n'est pas plus attirée vers des productions beaucoup plus locales et beaucoup plus, sur les marchés, par exemple, où ils vont aller rechercher des produits vraiment naturels, vraiment biologiques, etc. Et là, je pense à plein de gens autour de moi. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'est ce que je vais appeler la boboisation de la consommation. Et n'y voyez pas un jugement de valeur là-dessus ou que ça soit péjoratif. C'est une façon de consommer qui pèse peu et dont on parle beaucoup. D'accord. Et le fait d'en parler beaucoup donne le sentiment que ça pèse beaucoup. D'accord. Et la réalité conduit quand même à dire que c'est pas le cas. Ce qui n'est pas une contestation du mouvement. Bien sûr, aujourd'hui, on consomme plus local qu'avant. Bien sûr, aujourd'hui, on revient plus qu'avant vers des artisans de quartier. Bien sûr, mais la question, c'est est-ce que ça a modifié ce qu'on va appeler le centre de gravité ? La réponse, elle est non. D'accord. Est-ce que les marchés sont devenus la forme d'approvisionnement première des consommateurs français ? La réponse, elle est non. Est-ce que la vente directe, notamment à la ferme, qui s'est développée, est devenue le premier circuit d'approvisionnement des Français ? La réponse est non aussi, évidemment. Et donc là, vous voyez, on illustre cette espèce de dissonance qu'il y a entre le bruit et le poids que ça prend. C'est pas parce qu'on en parle beaucoup que ça pèse lourd. On a le même sujet, par exemple, sur le bio. On parle beaucoup du bio, on a beaucoup parlé du bio depuis 10 ans. Alors, depuis 1 an, ça se porte moins bien. Mais on avait le sentiment que tout le monde consommait bio. Alors oui, 90% des Français achètent du bio au moins une fois par an. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de pénétration. Mais au final, ce que pèse le bio dans nos assiettes, c'est entre 5 et 7%. Parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'on en achète une fois qu'on a modifié notre comportement d'achat global. Non, c'est Vous voyez clair. le truc. Non, mais... Donc c'est valable aussi pour les circuits courts et les produits locaux. On en achète, bien évidemment. D'ailleurs, on a souvent tendance à en parler beaucoup. Moi, j'achète local, moi, je vais chez le producteur. Oui, ok, très bien. Et on oublie de voir tout ce qu'on continue à acheter dans ce qu'on va appeler la grande distribution. Ouais, c'est vrai. Oui. Et il ne faut pas mélanger le bruit et le poids. Laurent. Oui, mais alors, effectivement, je vous rejoins. Si on prend l'exemple du... si on prend... De rien. Si on prend l'exemple du Havre, ces derniers temps sur le Havre, on s'est vu une profusion d'ouverture et même à côté du Havre de l'enseigne Grand Frais, et on a même sur le Havre, même sur la place Thiers du Havre, un place au marché qui vient d'ouvrir. Donc il y a quand même toujours cette tendance à montrer qu'on est dans quelque chose de plus local, dans quelque chose de meilleure qualité que la grande distrib. Pas de plus local, de plus spécialisé. Ouais. C'est la nuance qu'il faut avoir en tête. Et là, en fait, le commerce, il illustre la vie, il illustre la société. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui est plus spécialisé que notre, avez-vous tendance à lui faire confiance a priori ? La réponse, elle est oui. Et je vais vous l'illustrer d'une manière, une petite métaphore. On va supposer que vous ayez un peu mal à l'œil, que ça vous gratouille ou que ça vous chatouille. Admettons le scénario suivant. Je vous propose un rendez-vous chez un médecin généraliste pour demain matin à 30 €. Et je vous propose aussi, parce que j'ai le bras long, un rendez-vous chez un ophtalmo à 30 €. Vous allez où ? Si vous avez le choix. Chez l'ophtalmo. Eh oui, parce qu'il est spécialiste. En réalité, je vous ai menti. C'est bien demain matin chez l'ophtalmo, mais c'est pas 30 €. C'est 31 €. Vous allez.
J'irai quand même chez l'ophtalmo. Voilà. Eh bien, voilà. Alors, mon exemple Même à est 35. un peu bête, mais en fait, je vous ai démontré en 2 phrases, vous avez vu, c'est quand même pas très long, que le spécialiste, par principe, il porte ce qu'on va appeler une valeur supplémentaire. Et que cette valeur, elle peut même se traduire par un prix plus élevé, vous allez l'accepter. Ouais. Eh bien, le succès de Grand Frais, par exemple, c'est exactement ça. Grand Frais, parce qu'il est spécialiste sur les produits frais, mais très particulièrement sur les fruits et légumes, hein, vous devez, pour ceux qui sont déjà rentrés dans un magasin Grand Frais, ça saute aux yeux. Eh bien, Grand Frais, pour une partie des clients, il en apparaît comme plus légitime. Ouais. Et donc, du coup, il fait venir des clients qui ont le sentiment que les euros qu'ils dépensent chez Grand Frais le valent davantage que les euros qu'ils dépensent C'est vrai. chez Auchan, par exemple, même si c'est pas vrai factuellement, peu importe. Ce qui compte, c'est toujours la perception que le client en a. Et donc, vous avez répondu que vous iriez chez l'ophtalmo demain matin, mais si c'est juste pour une conjonctivite, ça sert à rien. Oui, mais ça va vous rassurer. Mais c'est exactement pareil pour Grand Frais et vos achats alimentaires. Oui, mais les yeux, c'est trop précieux. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Olivier, notamment par rapport à Grand Frais. Après, moi, je suis consommateur, comme n'importe qui. Et c'est vrai que je fais mes courses, des fois, chez Auchan, et je fais aussi mes courses chez Grand Frais. Le ticket, à la fin, c'est pas le même. Alors, ça me paraît beaucoup plus cher chez Grand Frais. Est-ce que je me trompe ? Eh ben, c'est pour ça que chez l'ophtalmo, ça vous coûte aussi plus cher au final. Vous avez remarqué ? C'est la même idée. C'est la même idée parce que comme Grand Frais est pas totalement bête, il va pas vous vendre les fruits et légumes au même prix que chez Auchan. Parce que il y a une partie des consommateurs qui sont prêts à accepter l'idée que chez Grand Frais, ça vaut plus que chez Auchan en termes d'argent. Comme il y a une partie de ceux qui auront mal à l'œil et qui nous écoutent, qui accepteront quand même d'aller chez l'ophtalmo, même pour une conjonctivite, même à 50 € la consultation. Oui, mais là, vous êtes en train de dire quand même qu'au niveau de la communication, ils nous ont un peu endormis. Ah ben, je suis en train de vous dire que quand vous décidez de dépenser votre argent dans tel ou tel magasin, eh bien, vous êtes influencé par la réalité et par la perception. Mais tout ça, ça s'appelle la vie et la nature humaine. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes influencé d'abord, avant de le ou la connaître, par l'extérieur, pas par l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler... Je peux aussi philosopher. Hein. Oui, c'est bien. On apprécie quand même. Mais j'essaye de relever le niveau parce que c'est gentil. Après les charlottes, voilà, franchement. Vous êtes bien aimable. Mais je vous en prie. Au niveau, on parle pas de la qualité des produits là. Non, on parle déjà de la perception, mais je vous dis pas pour autant que chez Grand Frais c'est des mauvais produits. Voilà, mais dans la perception. Par principe, un commerçant spécialisé, il va attirer une part des clients qui considèrent que la spécialisation est un élément de valeur. Mais il va aussi considérer que c'est de la meilleure qualité, comme disait Laurent tout de suite. Mais vous savez, quand vous acceptez d'acheter, par exemple, un iPhone à 1 400 €, heureusement que vous considérez que c'est mieux qu'un vieux Nokia à 600 €. Oui, moi je n'achète pas 1400. Oui. Non, mais peu importe, vous avez compris. Quand vous mettez de l'argent sur quelque chose, c'est qu'on a confiance. Avec la conviction de bien le faire. Pour autant, puisqu'on parle téléphone, le produit Apple, il est fabriqué dans la même usine que le produit Samsung, par exemple. Ah non, pour le coup, non. Là, je peux. Ah bon ? Le produit Apple, il est fabriqué dans des usines qui sont dédiées à Apple par un sous-traitant chinois. Chez Foxconn. Et qui le fait sur la base d'un cahier des charges Apple. D'accord. D'ailleurs, vous prenez un Samsung et un iPhone, a priori, ça va pas se ressembler, y compris dans la coque. Voilà. D'accord. C'est pas parce que ça remplit le même usage que c'est nécessairement exactement le même produit. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On va faire une première pause, Olivier Dauvert, et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sauver mon âme.
Anthony, je vous demande de vous arrêter sur Westrack Radio. Voilà, c'était Indochine avec le baiser. Alors, vous aimez beaucoup Indochine, Olivier ? Oui, je suis fan absolu d'Indochine. J'ai 2-3 défauts. La constance en est un. Et je suis fan d'Indochine. J'ai beaucoup de mal à écouter autre chose, même quand j'écoute de la musique sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Je peux affirmer que 95% de ce que j'écoute est Indochine. Alors ça fait pas très le mec ouvert sur le monde, je vous l'accorde, mais je l'assume. J'ose espérer que c'est une qualité. Que d'être constant. Voilà. Ouais, alors moi aussi j'ai mes obsessions. Pourquoi le baiser ? Oui, pourquoi le baiser ? Pourquoi ? Parce que j'utilise chaque occasion qui m'est donnée d'envoyer des messages à quelqu'un, en l'occurrence Madame Dauvert. Et voilà. Donc je lui envoie un baiser par votre intermédiaire. Je trouve que il n'y a pas plus belle preuve d'amour que de montrer toujours à l'autre qu'il est au cœur de sa pensée. C'est magnifique. Donc, voilà. C'est magnifique. Et c'est transmis. C'est magnifique. Laurent, Philippe. Oui. Alors, on parlait de la qualité des produits. Bon, ça, effectivement, c'est pas toujours évident. Et puis chacun a ses goûts. Enfin, bref. Moi, ce que je voulais vous demander, tout à l'heure, on parlait du modèle. Est-ce que le modèle était vacillant ou pas ? Vous en avez fait la démonstration que non. Est-ce que nous, ce qu'on vit aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut faire le même constat à l'étranger ? Dans tous les pays qui sont, on va dire, matures, très développés, avec une économie de la consommation qui est très haute, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, les Allemands, oui, globalement, à chaque fois, c'est le même mouvement, c'est-à-dire que les enseignes généralistes se font petit à petit tailler des croupières par les enseignes spécialisées, parce que ça correspond à un cycle naturel de la consommation, alors que dans des pays qui se sont éveillés plus tardivement à la consommation, je pense à l'Amérique du Sud par exemple, où je vais régulièrement visiter des magasins, la grande surface est encore reine, l'hypermarché est encore roi. D'accord. Et le groupe, alors il y avait le grand groupe Walmart de mémoire, le grand groupe américain. C'est le premier distributeur mondial. Donc c'est toujours vrai ça ? Oui, c'est le grand leader de la distribution aux États-Unis. Et comme les États-Unis sont toujours le premier marché au monde pour la consommation, on dit que les Américains consomment comme des cochons, mais là aussi, pour y aller souvent, je peux vous dire que c'est vrai. Le premier distributeur du premier marché au monde est donc le premier distributeur du monde. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et pour vous donner une échelle de taille, Walmart, c'est à peu près 600 milliards de dollars, donc allez, disons d'euros pour faire simple, de chiffre d'affaires sur une année, lorsque Carrefour, qui est le premier distributeur français, c'est environ 85 milliards d'euros. Donc ça veut dire un rapport de 1 à 8. Vous voyez l'écart. Des petits joueurs. Mais en plus, c'est une impression. Personnellement, j'ai vécu aux États-Unis et j'allais des fois dans les magasins Walmart. J'avais l'impression qu'ils étaient plus petits qu'en France. J'ai l'impression que le côté grandissime, je l'avais plus en France qu'à Walmart. C'est une vue de l'esprit ? Alors, j'ai pas compris votre question parce que je l'ai pas entendu. Ah, pardon. J'avais l'impression que chez Walmart aux États-Unis, quand j'allais dans les magasins Walmart, donc ça fait 2 fois que je le cite, les magasins me paraissaient plus petits qu'en France. Non. Non, les magasins Walmart aux États-Unis sont en moyenne encore plus grands que nos hypermarchés. Pour vous donner un chiffre, un hypermarché comme ceux que vous avez sur le Havre, les grands hypermarchés que Leclerc Océane, Auchan Monty, le deuxième Auchan doit s'appeler Grand Cap si ma mémoire est bonne. Chapeau. C'est des magasins qui font à peu près, disons, aux alentours de 10 000 m² ou un peu plus. Mais en gros, l'échelle de taille, c'est un terrain de football. Et là, je parle pas des réserves, je parle pas de la galerie, je parle que de ce qu'on va appeler la surface de vente. Un Walmart moyen aux États-Unis, c'est à peu près 50% de plus. C'est 15 000 m², ça veut dire un terrain et demi. D'accord. Ah oui, effectivement. Donc c'était juste une vue de l'esprit. Oui, ou c'est le fait d'être tombé sur des magasins qui étaient ponctuellement plus petits. Vous savez, derrière une moyenne, il y a toujours des écarts à la moyenne. Le français mesure 1m75, il y en a qui mesurent 1m90 et d'autres 1m60. Je suis dans la moyenne.
Pile poil. Donc effectivement, vous nous disiez tout à l'heure que il y a un grand avenir devant eux malgré tout. Au niveau des magasins, on a l'impression dans les effectifs que les effectifs réduisent quand même comme peau de chagrin. Ça aussi, c'est une vue de l'esprit ou c'est une réalité de fait ? Oui, c'est une réalité que la distribution aujourd'hui, d'abord, elle est confrontée au fait que je vous l'ai dit, elle est plutôt légèrement déclinante qu'en expansion. Donc, quand vous avez des chiffres d'affaires qui sont plutôt en baisse, vous adaptez vos chiffres d'affaires. Je pense par exemple à Auchan. C'est une enseigne qui, pendant une dizaine d'années, a perdu tous les ans du chiffre d'affaires. Lorsqu'à l'inverse, une enseigne comme Leclerc, elle était en croissance de chiffre d'affaires. Donc évidemment, quand vous voyez vos ventes baisser, vos frais de personnel, on va l'appeler comme ça, ou les forces vives de votre magasin, vous en avez moins. Et à l'inverse, quand ça progresse, vous en avez plus. Ça, c'est la première explication. Vous en avez une autre, c'est que vous avez ce qu'on appelle, alors je vais faire mon macroéconomiste, pardonnez-moi, mais ce qu'on appelle les gains de productivité. Il y a des gains de productivité partout dans l'économie. Il y en a aussi dans la distribution. Donc ça veut dire que pour réaliser le même chiffre d'affaires, on a besoin de moins d'hommes et de moins de femmes. Alors, il y a un endroit où ça se voit dans la distribution, c'est en caisse. Et c'est pas uniquement en caisse, mais par exemple en caisse, ça se voit. Tout le monde a dû voir le développement des caisses automatiques. Oui. Les caisses automatiques, c'est ni plus ni moins que le transfert au client d'une tâche qui est habituellement dévolue à un ou une employée qui est rémunérée. C'est clair. Oui. Et ça marche, ça, je veux dire, ce système-là ? Les caisses automatiques, Ouais. évidemment oui. que ça marche parce que ça vous donne, au client, ça lui donne une forme de liberté. N'oubliez pas que dans les deux mots libre-service, le premier des deux mots, c'est libre. Alors on peut discuter de la liberté, mais dans les faits, vous êtes libre d'aller à la caisse que vous voulez, de passer à la vitesse que vous voulez, d'aller et d'acheter ce que vous voulez sans qu'on vous juge d'ailleurs, parce que il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on sache ce qu'ils ont acheté. Et peu importe si c'est fondé, pas fondé, mais quand je vous donne la possibilité de le faire tout seul, et en plus vous êtes un acteur de la séquence et non pas un spectateur. Donc la notion de temps est différente. Quand vous attendez en caisse, vous êtes passif. Donc le temps est long. Quand vous passez vos articles en caisse, le temps est beaucoup plus court parce que vous êtes actif. Et donc oui, ça marche. Et pour vous donner un chiffre, il y a des enseignes comme, alors qui ne sont pas présentes au Havre, mais comme Casino par exemple, dans lesquelles 60 à 70% des transactions, c'est-à-dire du nombre de passages en caisse, se font aujourd'hui sur des caisses automatiques. Quand vous allez chez Ikea, chez Ikea aujourd'hui, on est aussi à peu près à 60 à 70% des transactions qui se font en caisse automatique. Et pour atteindre ce niveau-là, c'est bien parce que le consommateur le veut, parce que personne ne vous pousse avec un pied sur la tempe à aller utiliser des caisses automatiques. Voilà, donc ça prouve quand même qu'il y a une forme d'adhésion du consommateur. On peut discuter, mais dans les faits, c'est quand même ça. Le libre service, ça vous donne une liberté. Et pour vous l'illustrer, regardez le libre service pour le carburant. Ça vous donne la liberté d'aller remplir votre voiture quand vous voulez, où vous voulez. Vos grands-parents, dans les années, suivant l'âge que vous avez, dans les années 60-70, quand ils remplissaient leur réservoir de carburant, il fallait que le pompiste soit là. Ça veut dire que si vous vouliez du carburant en pleine nuit ou quand vous rentrez de soirée samedi soir, vous n'alliez pas réveiller le pompiste. Le libre service, ça vous a donné la liberté. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Laurent. Il y a des tas d'exemples comme ça. Quand vous avez besoin de cash à la banque, ceux qui ont une ou deux générations de plus que moi, il fallait qu'ils aillent le bonjour à la banque. Alors, pas la veille d'une fête, pas le lendemain d'une fête, pas trop tôt, pas trop tard, parce que c'était fermé. Désormais, vous avez du cash où vous voulez, quand vous voulez. Oui, parce qu'ils n'en ont plus dans la banque. Libre service. Vous voyez, quand on s'attache au sens des mots, on leur trouve une fonction qu'on ne voyait pas nécessairement. Oui, mais là, on n'a pas le choix, parce que si on rentre dans la banque pour demander du cash, ils ne nous en donnent pas. Ils nous disent, allez au distributeur. J'espère que vous rigolez. Ah non, je rigole pas du tout. Je rigole pas du tout. Il paraît que c'est dans les banques qu'il y a le moins en moins d'argent. Physique. Non, mais c'est clair que quand on rentre dans la banque et on dit voilà, je voudrais 100 balles, ils vous disent allez au distributeur. Bien sûr. J'espère quand même que vous rigolez avec ce contre-argument parce que vous dites on peut plus avoir du cash à la banque ou on peut plus être servi à la pompe. Mais c'est bien. Non, j'ai pas dit à la pompe. La génération d'avant, elle a tué les pompistes ou elle a tué les guichetiers en préférant aller chercher du cash dans un automate
que faire la queue dans un guichet à la banque. Ah bah oui, non, mais ça, c'est clair. On a le commerce que l'on a plébiscité. C'est le consommateur qui fait les modifications commerciales. Vous ne pouvez jamais rien faire contre le consommateur. Si les caisses automatiques ne marchaient pas dans un hypermarché, est-ce que vous pensez que toutes les enseignes en auraient installé et que tous les magasins ou presque en auraient? Ah ouais, non, c'est sûr. Ils dépenser de l'argent pour acheter une machine dont personne ne se sert. Ils aiment assez l'argent pour ne pas le gaspiller. Faites-moi confiance. Alors, par contre, moi, je reviens des années en arrière. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis pas un perdreau de l'année. À l'époque, on disait la dernière personne qu'on voyait dans l'hyper, enfin dans le magasin, c'était l'hôtesse de caisse. Et très souvent, on parlait à l'époque, je sais pas, du SBAM et du SBAM+, le sourire, bonjour, au revoir, merci. C'était ce qui marquait le fait qu'effectivement, quand vous sortiez du magasin, vous aviez une image positive. C'est fini, ça ? C'est fini ? Alors, c'est pas fini, mais on considère que la relation humaine dans un magasin, elle peut se faire ailleurs que dans une caisse si le client n'utilise plus une caisse traditionnelle. Vous pouvez très bien avoir, quand vous êtes dans un rayon boucherie, poissonnerie, fromage à la coupe, par exemple, c'est là où vous pouvez avoir de l'interaction humaine. Mais la question est de savoir, est-ce que le consommateur veut de l'interaction humaine ? Est-ce qu'il considère qu'il y a une valeur ajoutée particulière à être encaissé par une caissière ? Ceux qui disent oui continuent d'aller dans une caisse avec caissière ou avec caissier. Ceux qui disent non, ils vont aux caisses automatiques. Vous savez, il faut pas être un peu complotiste là-dessus. On n'impose rien au client. Parce que le client, il a le choix. Vous imaginez par exemple aujourd'hui que si vous êtes mal reçu au Leclerc Océane, vous allez aller ailleurs qu'au Leclerc Océane. C'est tout. Est-ce que vous pensez que vous n'avez sur le Havre que Leclerc Océane pour faire vos courses ? Non, bien sûr que non. Donc si Leclerc Océane vous impose quelque chose, que ça soit dans le registre de l'implantation du magasin, de l'absence de caisse classique ou que sais-je encore, vous irez voir ailleurs. Mais on ne manque d'aucun magasin aujourd'hui en France. D'ailleurs, c'est bien parfois le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, et parfois même beaucoup trop. Donc, on ne force pas le client, on lui propose, il dispose. Olivier, alors... Est-ce que je suis un vieux ringard ? Je vais vous expliquer. Moi, je réponds avant la question ou... Non, voilà, après. Après, c'est pas parce que je suis plus vieux ici que bon. Une idée, hein. Non, voilà. Ce que je voulais dire, moi, quand je vais faire mes courses chez Leclerc, voilà, je le dis. Voilà, je vais toujours à la caisse avec une caissière, parce que moi, j'estime personnellement que aller dans une caisse automatique, c'est supprimer de l'emploi. Est-ce que je suis un vieux ringard ou est-ce que j'ai pas tout à fait tort voilà. Alors, on va séparer les deux sujets. Le sujet très cynique qui consiste à dire est-ce que vous tuez de l'emploi quand vous allez sur une caisse automatique ? Oui. Moi je l'assume, la réponse elle est oui. D'accord, bien sûr, évidemment. Bien sûr, mais parce que vous prenez bénévolement une tâche qui est rémunérée habituellement. C'est ça. Je sais bien que les enseignes n'aiment pas quand je dis ça, mais moi j'assume ma liberté de pensée et d'expression. Bien sûr, c'est aussi bête que ça. De la même manière, vous savez, quand vous vous enregistrez pour prendre un avion, vous tuez de l'emploi de l'hôtesse qui était au check-in avant et qui désormais n'a plus besoin d'être là puisque vous vous êtes enregistré tout seul, en trouvant ça d'ailleurs très bien parce que vous pouvez choisir votre siège. Vous voyez, vous avez la liberté de choisir votre siège. Vous voyez encore une fois le mot libre-service, comment il s'illustre. Donc ce qu'on va appeler la libre-servicisation, c'est pas très beau, mais vous comprenez l'idée, la libre-servicisation du commerce détruit de l'emploi indiscutablement. Mais ensuite, là où je vous mets en garde, c'est il faut toujours faire attention quand on cherche à analyser la consommation en général, à ne pas la passer par le prisme, par le filtre déformant de sa propre consommation. Vous avez pris la peine de dire, moi je fais exprès d'aller là, voilà. Mais dans l'absolu, si on cherche à analyser la consommation, on s'en fout de votre consommation, comme de la mienne d'ailleurs. Je vous rassure. On cherche à regarder le comportement général et pas théoriser sur la base de son comportement particulier. Parce que si je vous raconte ma conso pour vous faire comprendre ce qu'est la conso,
D'ailleurs, vous avez compris que si je vous fais partager ma conso de musique, a priori, personne vend des disques à part Indochine. Et a priori, ça a l'air faux. Parce qu'il y en a d'autres qui vendent des disques. Heureusement, personne ne remplit des salles de concert à part Indochine. Si, a priori, il y en a 2-3 qui marchent aussi. Vous voyez oui, tout à à quel fait. point il faut toujours être précautionneux dans l'analyse quand on la fait passer par le filtre de son propre comportement. D'accord. Philippe. Oui, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'inflation. On est aujourd'hui dans une inflation, je dirais, galopante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça fait au moins 2 ou 3 mois que moi j'entends l'inflation va baisser avant la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on redeviendra dans une inflation tout à fait raisonnable. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'on en est? Alors, est-ce que l'inflation est galopante? Oui. Est-ce qu'on est au cœur de l'inflation? Oui. D'ailleurs, je suis celui qui a popularisé le concept de Mars rouge que j'ai évoqué dès le début janvier et qui a été largement repris. Je pense que tout le monde a entendu parler au moins une fois de Mars rouge. Oui, Mars a été rouge. On n'a jamais connu un mois aussi inflationniste que le mois de mars de toute l'histoire de la consommation alimentaire, vous entendez bien. Donc oui, le mars a été rouge. D'ailleurs, on ne sait pas si avril sera rouge ou noir, mais au moins mars, il a été rouge. Ça, on le sait déjà. Est-ce que l'inflation va continuer encore un peu? Oui, à minima 2 ou 3 mois, parce qu'en fait, c'est le temps que les nouveaux accords commerciaux qui ont été signés entre les marques et les enseignes se répercutent en rayon, il faut quand même plusieurs semaines. Donc en gros, mars a été rouge, avril le sera, alors soit orange foncé, soit noir clair, enfin je sais pas, mais vous avez compris l'idée. Oui, ça va continuer pour encore quelques semaines. Par contre, ce que l'on sait aussi, c'est que l'inflation, c'est par principe quelque chose qui est cyclique. Et il y a des matières premières, par exemple, qui sont aujourd'hui revenues à des cours bas comme elle l'était avant la guerre en Ukraine. C'est le cas des céréales. Les céréales aujourd'hui sont pas plus chères, sont même plutôt moins chères qu'avant le déclenchement de la crise en Ukraine. Ça veut donc dire que le paquet de gâteaux devrait être moins cher. Sauf que le prix du blé aujourd'hui, ça fait le prix du paquet de gâteaux en gros 6 mois plus tard. Parce que vous imaginez bien que Lu, quand il fait ses petits lus, il n'achète pas le blé jour après jour. Il s'engage pour des mois et des mois, ne serait-ce que pour sécuriser son approvisionnement. Donc là, aujourd'hui, les biscuits qui sont fabriqués, ils le sont avec de la farine qui a été achetée il y a peut-être 6 mois. Donc c'est normal qu'ils soient aussi chers qu'ils le sont, mais ça veut dire que, comme les cours du blé ont baissé, ça va se traduire. Alors, mars a été rouge, est-ce que l'été sera vert? Peut-être. Voilà, c'est ça l'ordre d'idée. C'est que, oui, l'inflation va atteindre un sommet autour de l'été, et ça diminuera ensuite. Par contre, il faut surtout pas laisser à penser que les prix reviendront là où ils étaient avant la crise. Pourquoi? Parce que dans l'explication de l'inflation, vous avez 3 phénomènes. Les matières premières, l'énergie et les salaires. Les matières premières et l'énergie, ça va, ça vient. Donc ça peut monter, ça peut baisser. Et là, maintenant, on est plutôt sur un cycle où ça baisse. Mais les salaires, une fois qu'ils ont monté, on les baisse pas, que je sache. Non. Donc ça veut dire que dans tous les cas, ce qu'on va appeler là aussi en macroéconomie, la composante salaire dans les prix des produits qu'on achète, celle-là ne baissera pas. Donc déjà, par principe, on ne retrouvera pas les prix d'avant. C'est une bonne nouvelle, on ne retrouvera pas non plus les salaires d'avant. Alors on trouve toujours que les salaires n'augmentent pas assez. Ça, ok. Mais malgré tout, factuellement, ils ont augmenté depuis 18 mois. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne baisseront pas. C'est déjà ça, non? Oui. Ouais, mais après c'est le syndrome de l'euro, c'est-à-dire qui aurait pensé aujourd'hui, avant l'euro, d'acheter une baguette à 10 francs? Ouais. Oui, mais de la même manière, qui aurait pensé avant l'euro que le SMIC pourrait valoir 10 000 francs? Ah ouais. Je rappelle que le SMIC aujourd'hui, suivant que vous regardiez brut, pas brut, voilà, c'est en gros 1 500 €. Enfin, vraiment très très simple. Oui. Voilà. C'est 10 000 francs. Hein. Eh oui, Ouais. c'est Bon, vous voyez, quand vous le présentez comme ça, et puis même si vous dites 1 000 €, ça fait 6 000 francs. Voilà, c'est pareil. Oui, pour revenir à ce Ça que marche vous... dans les deux sens. Hein. Oui, Ça marche c'est pour vrai. les dépenses, mais ça marche aussi pour les recettes. Les recettes. tout à Mais fait. pour revenir à ce que vous disiez juste avant par rapport au prix qui ne pouvait pas baisser tout de suite parce qu'effectivement il y a des marchés qui ont été passés. Quand les prix augmentent, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les prix ont monté très vite quand même parce qu'on s'est Non, mais non, malheureux. C'est là où vous avez une vision biaisée. Alors, je vais parler de l'essence alors. Quand le baril du pétrole augmente, l'essence elle augmente tout de suite. C'est pas pareil. Elle augmente c'est tout pas de pareil, suite. parce que Quand elle oui. baisse, parce que là elle est revenue, le baril il est pas cher en ce moment, hein, mais l'essence elle est toujours à un prix pas possible quoi. Alors,
là, vous parlez des carburants sur lesquels il n'y a quasiment pas de transformation. Le raffinage, c'est pas un truc violent. Par contre, et puis 100% de ce que vous mettez dans votre réservoir, c'est du pétrole. Alors que quand vous achetez des biscuits lus, Il y a de la 100% c'est transformation. pas de la farine. Non. Vous pouvez avoir des œufs, vous pouvez avoir du sucre, vous pouvez avoir de la composante humaine parce qu'il a fallu fabriquer. Vous avez du salaire donc, mais vous avez aussi de la publicité, du marketing. Bref, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'amortisseur à la hausse comme à la baisse sur les produits alimentaires. Oui. Et vous savez, l'inflation en juin, juillet, août de l'année dernière, ça n'était que 6-7%. On trouvait ça déjà beaucoup, Oui. mais comparé aux 20-25 auxquels on est aujourd'hui, quand on se compare à avant la crise, c'était finalement pas grand-chose. Ouais. Donc vous voyez que ça n'a pas monté aussi vite que vous le pensez. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de scandales sanitaires. J'aimerais bien vous entendre sur le fait qu'aujourd'hui, Buitoni, suite à cette histoire malheureuse de pizza, a décidé de fermer une usine de fabrication. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Alors ça, c'est la conséquence, pour une part, de l'époque et de notre relation au risque. Nous n'acceptons plus le risque quel qu'il soit dans la vie. Si on se remet même 2-3 générations avant la nôtre, la maladie, la mort, le handicap, la difficulté faisaient partie de ce qui nous tombait dessus, et c'était comme ça. Je dis pas que c'était agréable, je dis qu'il y avait une forme de fatalité par rapport à ce qui nous arrivait. Désormais, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ne voyez pas un vieux réac au fond de moi, on a sacralisé la vie. On a même judiciarisé beaucoup de risques. Et donc, quand vous avez une marque qui sème la maladie ou la mort, même si c'est à petite échelle, j'allais dire, que je sache, Buitoni, c'est pas un crime contre l'humanité. Il faut quand même. Mais dans les faits, il suffit d'un cas pour que la marque, elle soit durablement abîmée. Parce qu'on ne l'accepte pas. Et encore une fois, je dis bien que c'est plutôt bien, parce que ça me serait tombé dessus ou sur mes enfants, je n'aurais pas trouvé ça drôle du tout. Donc je comprends tout à fait le malheur qui a pu s'abattre sur les gens concernés. Mais on ne l'accepte pas comme on l'acceptait avant. Y compris, vous voyez, quand on est dans une relation militaire, il y a 2 ou 3 générations, un enfant qui partait à la guerre et qui ne revenait pas, dans les familles, ok, on pouvait pleurer, mais on savait que c'était ça la vie. Aujourd'hui, on cherche à faire des guerres qui ne génèrent aucun mort. Parce que voilà, le prix de la vie est tel, et c'est une bonne nouvelle, et que une marque, dès lors qu'elle entache la vie, que ce soit par la maladie ou pire par la mort, elle est abîmée et elle a beaucoup de mal à redresser la pente. Vous voyez, donc l'explication pour le coup, elle n'est pas tant économique, commerciale, elle est quasiment sociologique. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, Buitoni a raison de fermer ? C'est pas qu'il a raison de fermer, c'est qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de fermer. Donc tous les salariés de cette entreprise... Il n'arrive pas à vendre. Il n'arrive pas à vendre au niveau où il était avant. Donc quand vous avez une usine qui tourne plus à sa capacité, soit vous dites j'y crois quand même et vous sponsorisez pendant quelques temps, que ce soit des mois ou des années, le fait qu'elle perde de l'argent, soit vous dites non mais de toute façon on n'y arrivera pas et vous fermez. Alors après, qu'il y ait parfois de l'opportunité, on va appeler ça de l'opportunité capitaliste, dans le cas de Buitoni, j'en sais rien parce que le dossier est encore trop frais, mais oui, ça arrive dans l'économie qu'on prenne prétexte d'eux, mais dans les faits, de toute façon, une usine qui ne vendrait pas la production qu'elle produit, elle va mettre la clé sous la porte, c'est du bon sens. C'est clair. On va faire une petite pause. On se retrouve, Olivier, dans quelques instants. À tout de suite. Avec grand plaisir. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi.
fier de vivre près de toi. La vie va trop vite, ton cancer et le mien. C'était pourtant si clair de finir avec toi. Ton sang et le mien, on ne fera plus qu'un. Salut, c'est Joe Hammer. Je vous demande d'arrêter et écouter Westrack Radio. Voilà, c'était à nouveau Indochine avec La vie est belle. Alors, c'est un spécial Indochine aujourd'hui, Olivier ? Ah ben oui, parce que j'assume d'être fan absolu, groupie. Et pourquoi cette chanson ? Parce que si vous avez écouté au moins un instant les paroles, elle dit quelque chose que je dédie, et je vous ai dit là aussi que j'utilisais tous les moyens pour lui dire mon amour infini. Elle dit cette chanson, moi je suis né pour n'être qu'avec toi. Et je trouve qu'en quelques mots, dire quelque chose d'aussi fort, c'est fascinant. Donc voilà, bravo Indochine, bravo Nicolas Sirkis. Voilà, c'est dit. Alors, excuse-moi, je me permets quand même une petite aparté par rapport à Indochine. On va rendre au Havre ce qui est au Havre. Il faut savoir que on a eu un invité il y a quelques années, je sais pas si tu t'en rappelles, Alain. Oui, je m'en rappelle. On a eu Jérôme Soligny. Oui. Et Jérôme Soligny, donc, qui est biographe de David Bowie, est aussi une des personnes qui a travaillé aussi avec le groupe Indochine. Voilà, c'était juste une petite aparté. Et ça, rien que pour ça le rend de qualité. Voilà. Il sera content de l'entendre. C'est la vérité. Voilà, alors on parlait effectivement des licenciements là sur l'usine Buitoni, et je pense que ça nous amène à un thème qui est quand même récurrent, qui l'a toujours été. Les conditions de travail dans la grande distribution. Bah oui, parce que en fait, très souvent, quand vous discutez avec des personnes qui travaillent dans la grande distribution et que vous leur demandez, qu'ils ont l'honnêteté de donner leur salaire,
on a un peu l'impression que c'est devenu, excusez-moi cette expression, des travailleurs pauvres dans la grande distribution. Après, quand on regarde dans le passé, comme on disait tout à l'heure, on parlait du groupe Auchan, il y avait beaucoup de primes, il y avait des primes d'intéressement, des trucs de folie. D'ailleurs, je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait eu un reportage sur une hôtesse de caisse de chez Auchan. Millionnaire. Millionnaire. Aujourd'hui, c'est mission impossible parce que de toute façon, les intéressements, c'est plus du tout ça. Moi, j'en ai vu certains, ça tombe en peau de chagrin. Je crois même qu'il n'y a pas si longtemps, je voudrais pas dire de bêtises, ils étaient même sur les primes, ils étaient en négatif. Donc c'était pas gégène. Ils devaient de l'argent. Voilà, donc limite ils devaient de l'argent. Je rigole, mais c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'est pas payé de la même manière. Et puis j'ai un peu l'impression que au niveau RH, on prend beaucoup de jeunes. C'est bien, mais ces jeunes-là, on fait partir les anciens qui étaient souvent des employés qui connaissaient leur rayon, qui savaient bien faire tourner leur rayon, et en fait, on a pris des jeunes qui étaient capables de partir plus vite qu'ils n'étaient rentrés. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans la manière de faire dans ces hypermarchés, au niveau du recrutement, j'ai l'impression qu'il y a comme un bug. Non ? Bon. Alors, il y a plein de sujets dans votre question. Je sais, excusez-moi. Non, c'est pas grave du tout. Je vais essayer de m'en souvenir, mais on va commencer par un constat général. Bien sûr que la distribution, c'est un métier qui est contraignant et difficile. Il est difficile parce que pour une part de ceux qui y travaillent, c'est un travail de manutention. On porte des produits, on les met en rayon. Donc ça, c'est un travail qui est objectivement physique. Alors, c'est pas des charges lourdes, un paquet de biscottes, c'est pas des tonnes, mais la répétition des gestes, le fait de mettre des produits en rayon, en haut, en bas, au milieu, derrière le poteau, c'est objectivement un travail qui est difficile. Après, c'est un travail qui est contraignant aussi, parce que les magasins sont ouverts 6 jours sur 7. Parfois même 7 sur 7. Et donc, ça veut dire que si le client vient en rayon le samedi, ce qui est le cas de beaucoup de clients encore, c'est un peu caricatural, mais on fait souvent son plein de courses le samedi, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent travailler le samedi. Donc, quand vous êtes dans la distribution, non, vous n'avez pas tous vos week-ends. C'est un peu comme quand vous êtes dans la restauration, vous n'avez pas toutes vos soirées. Et donc, oui, là, il faut l'admettre, bien sûr que ça rend le boulot difficile. Pendant des années, des dizaines d'années, on va dire comme ça, il y avait une forte compensation qui était à 2 niveaux. Au niveau de l'enthousiasme qu'il y avait à participer à quelque chose qui était en plein développement. Quand vous avez tous les jours des chiffres qui sont en croissance, qui sont dans le vert, qui sont positifs, que vous célébrez, j'allais dire, des victoires, y compris d'un point de vue managérial, quand le chef dit à ses équipes, hier on a fait une super journée, on a fait plus 10%, on a vendu tant de ceci, tant de cela, quelque part, on est tous des hommes, on aime bien cette gratification par la performance, sans même parler salaire encore. Et donc, la distribution pendant ces heures glorieuses des années 80-90, c'était une forme de motivation à laquelle on pouvait se raccrocher. Ensuite, parce que ça marchait bien économiquement aussi, il y avait toutes les gratifications dont vous avez parlé. Et puis, ces gratifications, elles ont disparu ou elles se sont amoindries, vous l'avez dit, d'abord dans les enseignes dans lesquelles ça marchait moins bien. Et vous citiez à demi-mot le cas d'Auchan. Oui, quand Auchan a fait des années, pendant 10 ans, a vu ses ventes baisser en France, vous imaginez bien que devenir millionnaire avec une entreprise qui marche moins bien, c'est difficile. À l'inverse, vous aviez des enseignes, et notamment chez Leclerc, où vous pouviez avoir encore 14-15 mois de salaire, sans que ça soit une exception, ce que je vous dis là. Pourquoi ? Parce que ça marchait bien. Alors on me dira, oui, mais le salaire de base était plus bas. Oui, ok, très bien, mais quand vous avez 15 mois de salaire, ça peut rattraper un salaire de base un peu plus bas quand même. Pour l'époque, c'était bien. Quoi. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, oui, ce que vous décrivez correspond à une réalité. La distribution n'est plus un secteur économique florissant, donc d'un point de vue donc RH, ressources humaines, salaire, oui, c'est la conséquence, malheureusement, mais c'est quand même ça. Donc aujourd'hui, pour être un peu là, vraiment cynique, c'est toujours un boulot qui est difficile, et en plus on gagne en proportion, je dis bien en proportion, moins bien sa vie que ce qu'on a pu connaître, donc c'est un sacerdoce par moment. Tout à fait.
Alors, moi, j'ai lu un article sur l'inflation en Suède, je crois que même c'est sur votre site, qui est, je vais pas dire nul, mais quasiment, parce que... à mon site. Non, Non. l'inflation. L'inflation. Attention, hein, ça peut s'arrêter net. non. Avant même un nouveau titre d'Indochine. Non. Pas du tout. Je me serais pas permis. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on le cite tout à l'heure, le site d'Olivier Dauvert. On le citera. Mais c'est Oui. pas grave, vous inquiétez pas. Bah oui. Donc cet article disait qu'en Suède, l'inflation était quasi nulle depuis que le magasin Kiwi, c'est l'une des plus grandes enseignes du pays, avait gelé un grand nombre de ses prix, contrairement aux autres enseignes, ce qui lui a fait gagner 600 000 clients en une semaine. Les autres enseignes, du coup, l'ont naturellement suivi, pas pour plus perdre de clients, et du coup, l'inflation, elle a chuté, quoi. En fait, ça s'est passé. Pourquoi ça Attention, je ne marche vais pas pas vous en apprendre France? la relativité des choses, Oui. mais tout est relatif. Quand vous avez subi une inflation forte et que vous bloquez vos prix, dès lors que vous les bloquez, vous n'avez plus d'inflation, mais vous gardez celle que vous avez connue avant. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas imaginer qu'on reste gratis. Donc, Oui, non, mais je oui, l'entends c'est le bien. principe même du blocage des prix. Mais aller faire croire aux Français que l'inflation peut s'arrêter à la porte des magasins, c'est leur mentir. Parce que c'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Voilà. Oui, mais en Suède, quand même, ça a énormément ralenti. En France, il y a quand même beaucoup d'enseignes qui ont mais ça va finir par ralentir en France aussi. Hein. Quand on aura atteint le haut de l'inflation. Non, mais vous savez, c'est le coureur qui monte le Tourmalet, col célèbre des Pyrénées, et à un moment donné, comme dit l'autre, ça va arrêter de monter. Ouais, parce qu'il sera au sommet. D'accord. Donc tout est affaire en fait de moment où vous regardez la situation. Donc la Suède, ils ont connu comme les autres pays de l'inflation, mais avant. Parce qu'après, tous les pays ne sont pas au même niveau d'inflation dans leur propre cycle. Voilà. Oui, d'accord. Donc, moi, je suis un grand cartésien pragmatique. Faire croire que l'inflation peut s'arrêter à la porte des magasins parce que le gouvernement l'aurait décidé avec son panier anti-inflation ou son trimestre anti-inflation. C'est pas ce que j'ai dit. Mentir. Quand vous bloquez les prix même de 1000 magasins alors qu'il y en a 40 000 dans un hypermarché, oui, il y en a 1000 qui auront été bloqués. Oui, 39 000 autres, non. Voilà. Donc, je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire, notamment sur les enseignes qui veulent faire plus bas en termes de prix. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enseigne qu'on n'a pas encore au Havre, je ne sais pas si on va l'avoir, l'enseigne Tout Juste? Oui, alors Tout Juste, c'est une enseigne qui a été créée il y a maintenant à peu près un gros mois de cela. C'était à Alès, c'était le 1er mars. J'y étais bien sûr parce que c'est mon métier de visiter tous les magasins. Un deuxième a ouvert à Auxerre il y a quelques jours. C'est une enseigne qui présente l'originalité d'avoir proposé à ses fournisseurs, c'est-à-dire à des industriels agroalimentaires, d'être partie prenante au capital. Ça veut dire que 25% du capital de l'enseigne est aux mains de ses fournisseurs. C'est un peu comme si Danone, Nestlé, Fleury Michon, toutes ces marques que vous connaissez, possédaient 25% d'Auchan. Voilà, pour faire simple. Et je trouve que ce n'est pas le cas. Et donc, l'originalité de cette enseigne, c'est ça, c'est de dire, je fais rentrer les fournisseurs dans mon capital, et en échange de quoi, ils vont me donner des meilleurs prix qu'ailleurs et je vais vendre moins cher qu'ailleurs. Bon, ça c'est la promesse. Moi, je suis assez critique pour le moment, parce que j'ai évidemment vu les magasins et que j'ai comparé les prix et que je l'ai fait de manière sérieuse. C'est difficile à la distribution de baisser les prix quand vous n'avez pas le volume. Et donc, oui, l'idée de faire rentrer les fournisseurs dans son capital, c'est très intéressant, mais tant que vous n'avez pas 300, 400 magasins, vous allez avoir du mal à peser. Oui. Donc, je ne suis pas bien certain. Je lui souhaite du succès parce que par principe, l'étant moi-même, je souhaite du bonheur à tous les entrepreneurs, mais je ne suis pas certain que ça soit aussi facile que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de choix aussi sur ce type de magasin? Est-ce que le choix est important d'ailleurs? Est-ce que plus avoir le choix, c'est quelque chose de mieux? Oui et non. On a une relation très ambivalente au concept même de choix. Si vous faites un sondage dans la rue demain en demandant aux Havrais est-ce que vous voulez avoir du choix dans les magasins, a priori vous allez avoir 100% de réponse oui. Sans me mouiller, je pense que c'est ça. Les Havrais, ils sont comme les autres. Bon. Et puis dans les faits, quelle est l'enseigne qui gagne le plus de parts de marché depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années? C'est Lidl. Lidl, c'est pas l'enseigne qui a le plus de choix.
Lidl, c'est 1800 références, 1800 articles. Un supermarché ordinaire, un Carrefour Market, un Intermarché, un Super U, c'est entre 20 et 25 000. Et un hypermarché, c'est entre 35 et 50 000. Et pourtant, c'est Lidl qui marche bien. Vous voyez le paradoxe apparent. Et parce qu'en fait, on veut le choix, mais on veut aussi que ça aille vite. On veut aussi le prix. Et ça, quand vous avez peu d'articles, c'est plus facile d'avoir des rayons qui sont plus lisibles, où les produits sont plus visibles, justement, et puis d'avoir des prix bas parce que vous avez des économies d'échelle. Lidl, quand il vous propose des muesli pour le petit déjeuner, il n'en a pas 35, hein. Il en a un ou deux. Et donc, il va pouvoir massifier, c'est le terme, tous les produits qu'il vend sur quelques articles seulement. Donc, il va les payer moins cher. Donc, il va vous les vendre moins cher. Donc, il va en vendre plus. Vous voyez cette espèce d'ambivalence autour du choix. Lidl l'illustre bien. C'est l'enseigne qui a le moins de choix, mais qui marche le mieux. D'ailleurs, je repense à ce qu'on faisait il y a des années. C'est déjà bien, tu penses? Ah oui, je pense déjà, et je suis aussi. Je me rappelle de ce mot, cet anglicisme qu'on appelait le facing, ou le facing, qui est en fait la manière de présenter les produits. En fait, aujourd'hui, tout ça s'est déstructuré, parce que je me rappelle, on faisait beaucoup de rayons avec un facing très très haut, des trucs de folie. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, c'est-à-dire on a aussi repensé la manière de faire un magasin, le fait d'aller dans d'autres rayons, et souvent les gens en font le grief de dire oui, moi j'y vais pour mes courses, mais finalement je passe dans tel rayon et j'achète autre chose, le superflu. Est-ce que tout ça aussi, ça a pesé dans la balance ? Là aussi, il y a une forme d'ambivalence, c'est que les distributeurs, ils savent bien qu'il ne faut pas faire des magasins où les rayons sont trop hauts, où les allées sont trop étroites, mais dans le même temps, comme il faut mettre beaucoup de produits parce qu'ils en ont beaucoup à vendre, ils y sont parfois contraints. Et donc, oui, allez, s'il faut être sympa, je dirais qu'il y a des progrès qui ont été faits, mais quand vous rentrez dans le rayon, tiens, on va prendre un exemple, vous êtes au rayon céréales, pour le petit déjeuner d'un hypermarché. Vous êtes perdu normalement. Vous êtes perdu. Il y a des produits partout, il y a des couleurs partout, il y a des variétés différentes. Parfois, il y a une toute petite différence. Vous allez chez Lidl, vous avez quelques céréales seulement et c'est beaucoup plus facile. Donc, est-ce que les distributeurs ont fait des efforts ? Oui. Est-ce qu'ils en ont fait assez ? Non. D'accord. Oui, tout à fait. Moi, je voulais vous parler d'un secteur de la distribution tout à fait particulier, c'est les vêtements. On a l'impression, quand on écoute les informations à la radio ou qu'on les voit à la télé, qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui sont en train de fermer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là ? Malheureusement, c'est une conséquence qui était attendue. Pour le coup, moi j'écris beaucoup là-dessus et depuis longtemps. Et même si c'est triste pour les enseignes et les personnes concernées, bien sûr, c'est normal. Le marché du textile, et pourtant Dieu sait que j'essaye de l'aider par mon comportement personnel, mais voyez encore une fois, mon comportement... Oui. On en reparlera, on va en parler tout à l'heure. Mais avec plaisir, j'assume tout. Le marché du textile est un marché qui ne se développe plus. Ça veut dire qu'il y a plus de croissance de ce qu'on dépense. Pour faire simple, il y a même plutôt des contractions de dépenses. Dans le même temps, et ça ne vous aura pas échappé, le e-commerce s'est développé. En gros, le e-commerce, c'est entre 20 et 25% du marché du vêtement. Donc, imaginez le scénario suivant. Vous avez un gâteau qui ne grossit plus. Vous avez un des convives autour de la table qui en prend chaque année une part plus importante. Ça c'est Philippe, ça c'est Philippe. En toute logique, vous allez avoir des portions plus petites pour les autres convives. Et donc, il y en a certains qui ils mangent plus assez pour vivre, donc ils meurent. Voilà. Et donc, en fait, on est en train d'assister à une forme de respiration naturelle du marché du textile, où les enseignes qui étaient les plus fragiles, sont les premières victimes de la disette. Et c'est comme dans la jungle, ou c'est comme dans la vie animale. Quand il y a moins à manger, c'est les animaux les plus fragiles qui meurent d'abord. Vous voyez, je vous fais peut-être une explication qui est en apparence un peu surprenante, mais c'est aussi simple que ça. Mais c'est parlant. Et le e-commerce, il en capte une partie croissante. Mais à aucun moment vous mettez en cause la mauvaise gestion. Je pense à des enseignes comme Gap, Camailleux. Si, bien sûr qu'il peut y avoir ça. Mais ça serait vouloir rendre exceptionnel quelque chose qui ne l'est pas. Bien sûr que quand vous êtes en plus mal géré,
j'insiste sur le en plus, vous risquez d'être la première victime. Mais si vous regardez bien tout ce qu'on a connu depuis des années, il n'y a pas eu toujours que des boutiques mal gérées. Ok, Camailleux et Gap, il y a un problème même qui est devant la justice aujourd'hui pour une partie de ce qu'était ce groupe, qui a aussi Gosport. Mais vous avez eu Pinky qui vient d'annoncer fermer un quart de ses magasins. Vous avez eu Koukaï, vous avez eu San Marina, et on pourrait remonter très loin en arrière. C'est pas les premières enseignes qui disparaissent ou qui sont en mauvaise posture. Voilà. Donc, bien sûr que la mauvaise gestion, elle va y participer, mais elle n'en est pas la cause structurelle. Alors, sous-entendu, d'autres enseignes disparaîtront. Malheureusement. Oui, malheureusement, bien sûr. Encore une fois, pour les personnes concernées, c'est absolument terrible. Si ma mémoire est bonne, c'était un samedi, le 31 octobre de l'année dernière. J'avais terminé la journée dans un Camailleux qui fermait. Le moment où vous baissez le rideau en sachant que vous ne le relèverez plus. Mais voyez, rien que de vous le raconter en revivant la scène, j'ai des frissons et des émotions, parce qu'on ne peut pas trouver ça chouette. C'est pas possible. Mais donc, c'est dur. Oui, mais ce qui est étonnant, par contre, en parlant de ce type de magasin, alors je vais prendre l'exemple Havrais, après vous allez peut-être me dire que dans d'autres régions c'est un bis repetita, mais aujourd'hui, dans beaucoup, on parlait d'Auchan, on parlait de Leclerc, mais quand vous passez dans les galeries marchandes, mais il n'y a plus rien, quoi. C'est une catastrophe. C'est la vallée de la mort. Ouais, il n'y a rien. Il y a beaucoup de galeries marchandes qui sont avec ce qu'on appelle de la vacance commerciale, des emplacements qui sont vacants. Ben, c'est tout simplement la conséquence du fait que, comme la consommation dans son ensemble n'est plus en expansion depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, et qu'on continue pourtant à ouvrir de nouveaux magasins, il est normal qu'ailleurs, il y en ait qui ferment. Ça s'appelle un équilibre. Vous devez avoir vu de votre vie d'observateur à vrai, des magasins qui ont ouvert depuis 10-15 ans. Oui. Bon, or, le gâteau de la consommation, il n'a pas grossi. Donc, s'il y en a qui ont ouvert quelque part, il est logique qu'il y en a qui ferment ailleurs. Ah, c'est violent quand même, Olivier. Mais c'est visuellement violent. Ah oui, c'est violent. Je connais quelques magasins à vrai, voilà, y compris son directeur que je salue parce que c'est un ami. Oui, quand je vais dans son magasin, que je traverse la galerie, ça fait pleurer, pique. Quoi, oui. Ouais, ça pique. Tout à fait. Ça pique. Ouais, ça pique. Moi, j'aurais envie d'enchaîner avec la loi Descrozaille. Vous pourriez nous en parler un petit peu de cette loi-là, du député Descrozaille ? Vous voulez que personne finisse d'écouter ou non. rendre ça sexy? Si je fais non, parce que le code du commerce, c'est 1234 alinéa 12. Bon. Je l'avais simplifié en quelques mots. Moi, c'est une loi contre les super promos sur des produits coûteux en période d'hyperinflation. Mais j'avais peur d'être un peu restrictif. Non, c'est quand même essentiellement ça qui va être visible par les consommateurs. Il y a des tas d'autres choses. Mais ce que l'on va voir, pour le dire simplement, c'est que les promos à moins 70, 80, 90% parfois sur les couches culottes, sur la lessive, sur les tablettes pour la vaisselle, ça sera terminé l'année prochaine. Voilà. C'est ça que ça veut dire pour les consommateurs. Donc à la limite, s'il y avait un conseil à donner, ça c'est des produits qui se stockent. Donc vous pouvez stocker pour 2 ou 3 générations. Évidemment, je suis dans la caricature, vous avez compris, mais vous pouvez stocker parce que vous ne retrouverez plus des promotions aussi intéressantes dans un an parce que ça sera terminé. Et en gros, le maximum de ce qu'on appelle la générosité promotionnelle sera désormais de 34%, comme pour l'alimentaire. Et pourquoi 34%, me demanderez-vous ? Est-ce que vous le savez ? Non. Parce que ça correspond à 2 achetés, 1 offert. Ah d'accord. D'accord. Voyez, vous aurez appris un truc aujourd'hui. On a appris plein de trucs. Non, plus d'un truc. Non, vous m'avez toujours pas demandé l'adresse de mon tailleur. Ça vient. Et donc, vous avez dit à propos des députés qui ont suivi leurs collègues... Oui, qu'ils avaient le sens politique d'une huître. Oui, exactement. Et ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai entendu ça. Non, mais parce que voter en pleine période d'hyperinflation, alors que c'est le sujet majeur et central pour les consommateurs, et notamment les plus modestes, voter une loi qui empêche désormais les super promos sur des produits qui sont à la fois chers et indispensable, parce que c'est ça la double caractéristique de ces produits. Il y a des couches culottes, si vous avez un bébé, c'est assez indispensable. C'est clair. Et c'est assez cher.
de la lessive, c'est assez indispensable et c'est assez cher. Bon, vous voyez, je pourrais vous faire des heures. Et donc, voter une loi qui empêche les super promos au moment où on est en période d'hyperinflation, où on ne parle que de ça, oui, il faut avoir le sens politique d'une huître pour penser. Mais j'ai beaucoup aimé l'expression. J'ai beaucoup aimé. Mais vous savez, j'ai ma situation professionnelle d'être un entrepreneur avec une petite boîte indépendant qui ne dépend d'aucun lobbying ou intérêt, que sais-je, me donne une liberté de penser que je revendique et dont j'use et j'abuse, mais alors en me cognant totalement de ce que les autres peuvent en penser. Mais alors, c'est très bien. À quel point je m'en cogne. Restez comme ça. On adore ça, nous. Voilà. Laurent, tu avais une dernière question. Oui, j'avais une question. Alors, on aurait pu parler des soldes, mais bon, après, moi, je vois plus l'intérêt des soldes aujourd'hui, mais ça, c'est personnel. Mais une petite question, Olivier. Où est-ce qu'on peut trouver du Perrier ? Alors, c'est très dur depuis à peu près 6 mois. Alors, vous pouvez trouver toujours du Perrier bleu, vous savez, celui qui est fine bulle. Ouais. Mais vous avez du mal à trouver du Perrier vert, c'est-à-dire le Perrier traditionnel, pour tout un tas de raisons qui s'accumulent. Au début, c'est parce que Perrier avait décidé de profiter de l'hiver pour faire des travaux sur une des lignes d'embouteillage à Vergès, c'est dans le Gard, là où il y a l'usine, parce que c'est l'hiver où on en consomme quand même moins d'eau que l'été quand il fait chaud. Et puis, donc déjà, la production avait baissé. Puis ensuite, vous avez eu le souci de l'approvisionnement en verre, qui pose problème aujourd'hui parce que l'Ukraine était, il faut le savoir, un gros producteur de verre, et donc ça a un peu déstabilisé les marchés mondiaux. Et puis vous avez après une difficulté d'approvisionnement sur le gaz carbonique, le CO2 qui est utilisé pour ces boissons-là. Bref, c'est la triple peine. Et Perrier, oui, effectivement, c'est dur. Si vous en voyez passer, là aussi, vous stockez pour quelques générations. Sérieux ? Vous revendez sur le bon coin. Parce que vraiment, ils le paieront plus cher. Sans faire de jeu de mots, Olivier, Perrier, c'est fou. Ça gaze, je vous confirme. C'est fou, ça. Alors, Olivier, on va aborder une question extrêmement sérieuse. Alors, je n'ai pas été le seul à remarquer que vous avez des chemises et des vestes absolument extraordinaires. Vous avez des vestes, moi, alors je vois ça, je suis baba. C'est donc on voudrait avoir l'explication du mystère, parce que vous avez une garde-robe absolument fabuleuse que tout un chacun qui regarde la télévision aura pu remarquer. Dites-nous tout. Bon, la fringue, la sape, m'a intéressé, je dirais pas depuis toujours, mais depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand j'ai assumé l'idée que il n'y avait pas que les femmes qui avaient le droit à l'audace et à la fantaisie. Merci. Je trouve que c'est une inégalité incroyable entre les hommes et les femmes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'autre sens, rassurez-vous, je ne suis pas le plus macho de la Terre. Donc oui, les femmes souffrent beaucoup d'inégalités. Mais là, pour le coup, les hommes souffraient de cette inégalité, ils en souffrent toujours. Donc déjà, par principe, ça me chagrinait. Ensuite, j'ai dans mes centres d'intérêt, vous voyez, quand la voiture m'intéresse pas trop, je roule dans une Citroën qui a 10 ans, et donc une partie de ce que je peux dépenser, je le mets pas dans une voiture comme le font pourtant beaucoup d'hommes, parce que ça les fait rêver, ça, je sais pas, où ils ont besoin de compenser les choses ailleurs. Ça doit être ça. Et donc moi j'assume rouler dans une Citroën pourrie, mais de claquer mon fric, on va le dire comme ça, parce que j'admets que ça soit par moments un peu compulsif, dans les fringues. Et je trouve qu'il y a une forme d'émancipation de la pression sociale, de la convenance. Alors ça peut paraître savant, mais c'est en gros l'idée que pour être sérieux ou pour faire sérieux, il faudrait s'habiller sérieux. Ben non. Il y a un moment dans votre vie où quand vous êtes sûr de ce que vous êtes, de ce que vous faites, que vous n'avez pas de complexe particulier, il faut assumer ce que vous voulez être. Et moi, j'adore avoir des vestes avec des fleurs, des iwi-oui dessus, et voilà, et je l'assume totalement. Ça veut dire que quand je les mets, je n'ai pas de retenue en me disant « Ouh là là », voilà, parce que sinon il ne faut pas le faire. Voilà. Ouais, mais donc, je le fais avec un plaisir fou, et je ne m'habille que dans une boutique à Paris, qui est rue de Turenne. Je paye, et j'assume le fait de le payer comme tous les clients, voilà, même si je lui fais de la pub, parce que ça s'appelle aussi la liberté. Et donc, j'use de la liberté que j'ai pour m'habiller comme je veux, mais j'use aussi de la liberté que me donne de les acheter pour arrêter si demain j'ai plus envie.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver ces fringues absolument magnifiques? Rue de Turenne, mais on peut peut-être avoir le nom de la boutique. Bien sûr, 39 rue de Turenne à Paris, ça s'appelle Xoos, X-O-O-S. Et voilà, et je suis un ambassadeur désintéressé de cette marque. Je sais qu'il faut un brin de confiance en soi pour porter ce qu'il porte, mais ça se cultive aussi, la confiance en soi. Et ça ne me dérangerait pas de croiser demain à la rue quelqu'un qui a la même veste que moi, zéro problème. Parce que moi, c'est vrai que ça voudra dire que j'ai quelqu'un face à moi qui assume ce qu'il est. Et rien que ça, c'est respectable. Ouais. Je cherche ce type de veste, moi, personnellement, depuis très longtemps, parce que du coup, je me suis rabattu sur les chaussures. J'ai trouvé un chausseur sur l'île qui faisait des chaussures extraordinaires, avec des bandes dessinées, avec des dessins, des fleurs, des dessins un peu hallucinants par moment. Mais, et j'adore ça, quoi. Enfin bon, le magasin n'existe plus, je les achète maintenant, malheureusement, en ligne. Mais pour être sérieux, un instant, il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. Tout à fait. Voilà, et c'est alors moi, et parce qu'on s'y sent bien. Par les vestes et les chemises, d'autres c'est les chaussures et d'autres encore par une autre passion dans la vie. Et je vous prie de croire, parce que c'est sincère, que tout ça n'est pas organisé pour que je sois reconnu. Évidemment, ça devient un élément identitaire. Oui, bien sûr. Oui. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que je faisais des médias. C'est parce que je suis comme ça que ça participe peut-être aussi à une forme de reconnaissance. Parce qu'évidemment, vous imaginez que ça passe bien à l'antenne. Et ne changez rien. Tout à fait, changez rien. Oui, mais je me rappelle effectivement, il y a très longtemps, quand je voyais vos émissions, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était sur France 3. Vous étiez déjà comme ça, donc vous ne singez rien. Ça fait une quinzaine d'années. Et puis vous savez, plus l'âge passe, plus on ose. On s'en fout. Et plus on ose. Qui va contre ce que vous êtes en réalité au fond de vous. Voilà, moi je suis un mec qui est qui assume toutes ces déviances, et celle-là elle est quand même très acceptable, y compris par la société. Je confirme. Et au moins Olivier, maintenant on sait où vous vous habillez, comme ça on a eu l'adresse et c'est formidable. Donc voilà, prenez vos notes, il n'y a pas de souci. Je voudrais quand même. Où je m'habille et ce que j'écoute comme musique. C'est ça. Alors sur la musique c'est facile, on va retenir. Par contre, je voudrais quand même dire, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le web grande conso, Olivier Dauvert, donc olivierdauvert.fr. Je voudrais aussi profiter de saluer Jean-Philippe Gallet. Je voudrais saluer Florent Vacheret et aussi Caroline Bazin. Je voudrais la saluer parce qu'elle a été très sympathique au téléphone, donc ça me paraissait normal de faire. Mais dans la vie aussi. Dans la vie, elle est sympa aussi. Ça va. Voilà. C'est fou. Ouais. Olivier, on tient vraiment à vous remercier de votre gentillesse et puis de nous avoir intéressés pendant cette heure et demie. On va se quitter sur un dernier titre que je voudrais que vous nous présentiez. Alors, c'est issu de la production très récente d'Indochine. Ça s'appelle Karma Girl. Ça finit par principe les concerts d'Indochine. C'est une forme d'apothéose. J'espère que vous apprécierez le morceau. Et là aussi, parce qu'il y a toujours dans les textes quelque chose qui me fait vibrer, vers la fin de la chanson, vous entendrez « Un jour nous serons libres et tu leur diras que c'est ton histoire. » Comprenne qui voudra, et c'est mon histoire. Merci à vous Olivier Dauvert, merci à Philippe, merci à Laurent. On a vraiment kiffé cette émission et on vous remercie encore une fois. Bonsoir à vous, merci et à la prochaine fois. Bonsoir.